Eh bien, merci Nolwenn. C'était les dernières questions. On va pouvoir tranquillement passer à la prochaine présentation, qui sera une Merci. présentation d'Anne, merci, qui sera une présentation d'Arnaud Jurasek, qui est designer et développeur. Il conçoit et développe des outils génératifs pour la création graphique, ainsi que des installations d'art numérique. Il a été intégré, enfin, pendant 8 ans, il a travaillé dans le studio de design visuel interactif Cheval Vert, et il cofonde avec Stéphane Buelet, pardon, Machine Studio en 2025, donc c'est tout à fait récent. Et donc sa présentation s'intitule Concevoir des outils de création génératif. Merci, bonjour. Tout le monde voit mon écran, tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, mais alors chez moi, il est un peu gros. Il est plus gros C'est-à-dire plus gros. que mon écran. Alors sinon, pour ceux qui sont concernés, vous pouvez changer la taille de la visualisation de l'écran d'Arnaud. Vous avez des petits boutons à droite. Ok, Bon, bon bah je commence. très bien. Alors, donc je vais me représenter rapidement. Déjà, je voulais juste commencer par remercier Annelise pour l'invitation et aussi en disant que je suis très content de passer juste après Nolwenn parce que c'est une introduction parfaite pour le travail que je fais et que j'ai fait à Cheval Vert. Donc, je m'appelle Arnaud Jurasek, je suis designer et développeur. Avant, je disais designer interactif et en fait, maintenant, je préfère dire designer et développeur parce que je trouve que c'est vraiment deux pratiques qui se nourrissent autant l'une que l'autre. Donc voilà. J'ai travaillé effectivement 8 ans dans un studio de design visuel interactif qui s'appelait Cheval Vert, qui a été cofondé par Stéphane Buelet et Patrick Paletta, dans lequel j'ai développé pas mal d'installations d'art numérique. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas aujourd'hui, donc je me suis permis de mettre des petits exemples, des petites vidéos là à droite que vous voyez. Donc ça, c'est des installations de Cheval Vert. On a fait aussi pas mal de sites web et évidemment, comme c'est un studio de graphisme, j'ai pu participer à la création d'outils de design et de graphisme génératif. C'est quelque chose qu'on va pousser avec mon collègue et ami Stéphane Buelet dans notre nouveau studio qu'on appelle donc Machine Studio, qui va vraiment tourner autour des questions du graphisme génératif et des installations interactives. Et donc, globalement, je conçois, je fabrique des installations interactives, des sites web et des outils génératifs. Un petit mot sur l'IA. Alors, je vais faire un disclaimer, je vais parler exclusivement d'IA générative de contenu visuel. Donc, je pense à DALL-E, Midjourney, ce que fait pas mal Adobe aussi, qui intègre. Dans une certaine mesure, on peut presque y inclure ChatGPT, parce que les LLM, en règle générale, donc les Large Language Models, sont utilisés aussi pour générer du SVG, on en parlait juste avant. Et je parle uniquement du champ du graphisme, vraiment, donc c'est très très restreint, mais je préfère, comme ça on est assez cadré. Bon, c'est un peu pour la blague, mais mon positionnement vis-à-vis de l'IA, c'est de voir ça un peu comme la voiture volante. C'est un truc très technique, qui demande beaucoup de ressources, qui est très marketing, qui est poussé pas mal par espèce de fantasme d'un futur un peu pop culture et compagnie. Et s'il est mis en place, si la voiture volante est mise en place, ça va avoir des impacts économiques, politiques, écologiques immenses, alors que personne ne s'intéresse par exemple au train, qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Et du coup, aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler de voitures volantes, parce qu'en fait, moi, j'en conçois pas. Par contre, nous, on conçoit beaucoup de trains, du coup. Et pour la présentation, là, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait 4 projets de ce qu'on a appelé au sein de Cheval Vert des générateurs. Voilà. Des objets, des outils qui permettent de générer des visuels. Certains qui sont utilisés dans le cadre professionnel aujourd'hui, au même titre que les IA génératives dont on parlait. Donc je vais ramener la discussion un cran au-dessus et parler donc. Alors l'art génératif, c'est une pratique que j'ai au sein du studio Cheval Vert, au sein de Machine avec Stéphane. Et un autre terme qui est très important pour moi, qui est la notion de génération procédurale. Et donc, j'englobe dans la notion de génération procédurale tous les systèmes d'IA dont on parle depuis ce matin. Mais il y a des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins complexes que ces systèmes-là. C'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. À droite, là, si vous voyez la petite vidéo, c'est une installation qu'on a développée avec Stéphane dans le cadre de Cheval Vert l'année dernière, qu'on avait appelée Macrobiome.
Et macrobiome, l'idée, c'était de parler un petit peu du monde du vivant, du monde des microbes notamment qu'on retrouve dans l'estomac, qui est un système ultra complexe. Et donc, on a développé une forme de vie numérique, donc on peut parler d'intelligence artificielle, qui offre aux spectateurs, aux spectatrices, la possibilité de créer leurs petits microbes, leurs petites bactéries. Et en fonction de la typologie du micro-organisme qu'ils développent, donc on en avait 3, on avait des logiques de champignons, de virus et de bactéries, vont avoir un impact différent et se développer au sein d'un système pour créer vraiment quelque chose, un produit qui est purement visuel. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle typiquement de la génération procédurale. J'ai extrait une petite définition dans le Wikipédia, ça vole pas très haut, mais je la trouvais intéressante. Donc la génération procédurale, c'est la création de contenu numérique à une grande échelle, de manière automatisée, répondant à un ensemble de règles définies par des algorithmes. En fait, je l'ai mise parce que je trouvais qu'il y avait des notions qui étaient assez intéressantes. La notion alors déjà de numérique, est-ce qu'on peut utiliser de la génération procédurale pour créer autre chose que du numérique? Bon, personnellement, je pense que oui. La question d'échelle, est-ce qu'on a forcément besoin de produire à grande échelle? Est-ce que c'est forcément automatisé? Et la question des règles et des algorithmes, qui abstrait complètement les créateurs-créatrices de ces règles et de ces algorithmes. Donc voilà, moi j'ai plein de choses à dire par rapport à ce sujet-là. On va le faire un peu de façon empirique par le projet. Il y a des questions qui vont se soulever. On en reparlera un peu à la suite. Je vais commencer par mon projet de diplôme. Donc, comme Nolwenn, j'ai fait l'école Boulle. Donc, je suis officiellement designer produit, designer d'objets. Et mon projet de diplôme en 2016, je l'avais intitulé Super Shapes. Et l'idée, c'était de me poser la question donc des algorithmes, de la création algorithmique, etc. Et le mémoire de diplôme m'avait permis de soulever une notion que je trouvais assez intéressante, qui est la notion d'émergence. Donc l'émergence, on peut le résumer par une phrase, vous avez sans doute déjà tous et toutes entendu, le tout est plus que la somme des parties. En gros, l'idée, c'est que à partir d'éléments régis par des règles simples, mis en réseau, on peut créer des comportements complexes, complexes dans le sens imbriqué. En gros, ça ne veut pas dire compliqué. Ça veut dire qu'en fait, la complexité, on crée un réseau et on peut comme ça créer des choses donc, qui émergent, des comportements, des formes qu'on n'avait pas forcément prévues à la base en tant que designer de système. Là, l'exemple que je vous donne, c'est un peu un marronnier dans le domaine des arts génératifs. C'est un vol des tourneaux, ça s'appelle des murmurations, je crois, le terme scientifique. En gros, c'est des essaims là d'oiseaux, mais ça existe aussi dans le monde animal, dans les poissons notamment, il y a les bancs de poissons, etc. En gros, chacun des individus de ce groupe, donc les oiseaux là, ont un comportement qui est régi par 2-3 règles très simples qui sont en gros ne tape pas ton voisin pour pas tomber en vol tout simplement, suis globalement la direction de l'essaim, là où ils peuvent voir devant eux, et essaie quand même de rester assez proche de tes voisins pour éviter de se faire attaquer par les prédateurs. Et de ces 3 règles très simples découlent des comportements ultra complexes quand on dézoome un peu et qu'on se met à l'échelle d'un groupe entier d'un essaim. Ça, pour ceux que ça intéresse, il y a un terme qui a été défini, je crois, par Carl Sim, c'est le terme BOIDS, B-O-I-D-S, c'est la contraction de birdoids, qui en gros décrit ce comportement, et c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans les systèmes génératifs. Donc voilà, j'avais envie de travailler sur cette notion d'émergence pour mon projet de diplôme, et du coup, l'idée, c'était de créer un système qui me permettrait, moi, créateur de ce système, d'être surpris, justement, et de pouvoir voir émerger des choses que je n'avais pas pensé à créer à la base. Pour ce faire, je me suis intéressé à une typologie d'algorithmes qui est extrêmement utilisée encore aujourd'hui dans la création d'intelligence artificielle moderne, on va dire, qui est l'algorithme génétique. Donc, pour faire simple, l'algorithme génétique, c'est quelque chose qui suit la théorie de l'évolution de Darwin. Alors, je suis désolé, je vais essayer un petit peu d'expliquer, mais
forcément, je vais devoir un petit peu simplifier. La théorie de l'évolution de Darwin, donc c'est le principe de la sélection naturelle. Il y a un exemple qui marche plutôt bien pour l'expliquer. Là, à l'écran, vous avez 2 escargots. Il faut que vous imaginiez, une population d'escargots sur un tapis de forêt, un tapis de feuilles mortes dans une forêt. Ces escargots, ils ont des couleurs différentes et ils ont un problème, c'est que, ils se font manger par les oiseaux, en gros. Et du coup, les escargots qui vont avoir tendance à se faire manger le plus rapidement par les oiseaux, c'est ceux qui, sont, très visibles. Donc typiquement les escargots blancs. Les escargots blancs, du coup, ils vont mourir, ils vont potentiellement, petit à petit être, supprimés de cette population. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec, une surprésence d'escargots, marrons qui se confondent mieux dans les feuilles mortes. Ces escargots-là, ils vont pouvoir se reproduire et du coup passer, dans leur patrimoine génétique, dans ce qu'on appelle des génotypes, le fait d'être plutôt de cette couleur-là. Ce qui fait que de population, de génération en génération, on va comme ça éliminer les escargots qui se font facilement manger et on va favoriser ceux qui arrivent en fait à passer leur patrimoine génétique. Et du coup, on va comme ça évoluer, tendre vers une population qui survit plus facilement aux prédateurs. Donc voilà, ça c'est le principe de sélection naturelle. Là-dedans, il y a 2 choses qui sont intéressantes. Donc c'est le principe de croisement, le fait qu'on mélange comme ça des ADN entre eux pour récupérer des comportements, physiques et différents. Et il y a la notion de mutation aussi, parce qu'en fait, si, il y a pas de mutation, on finit par, ne pas du tout dynamiser le pool génétique et on se retrouve toujours avec la même chose. Bon ça, je rentrerai pas dans le détail pour l'instant. Donc ça, ces algorithmes génétiques, en informatique, c'est utilisé dans des contextes d'optimisation. Ça permet de résoudre des problèmes, qui ont un très grand nombre de paramètres. Là, par exemple, vous avez un exemple qui est tiré de Nature of Code, un livre de Daniel Schiffman sur le Creative Code que je recommande à tous et toutes. Donc ça, c'est un exemple qui montre comment, avec des algorithmes génétiques, on peut optimiser le comportement, donc là, d'une fusée, on veut que le but de cette fusée, c'est qu'elle atteigne le plus vite possible et de façon, le plus rapide, le carré. Et donc la façon de faire ça, c'est, on en envoie plein avec des paramètres complètement aléatoires. Donc voilà, 1re génération. À la fin d'un temps, donné, on pioche les meilleurs survivants, donc ceux qui sont rapprochés le plus possible de ce carré-là, qui ont marqué le meilleur score et on les fait se reproduire entre eux. Donc ils vont, mélanger leurs paramètres entre eux, un peu comme l'ADN. Potentiellement, on rajoute, hop, cette petite touche de mutation qui va permettre de recréer un peu d'aléatoire là-dedans, parce que potentiellement, il y a des paramètres qui seraient plus intéressants qu'on n'avait pas vu venir et qui ne sont pas issus du croisement. Donc voilà. Et de génération en génération, là, vous voyez à l'écran, on est déjà à la génération 16, les fusées vont de plus en plus réussir à atteindre leur but de façon rapide. Donc voilà. Là, ce que ça dit, c'est que dans l'implémentation de ces algorithmes génétiques, il y a quelque chose qui est très important, c'est de pouvoir évaluer la qualité du comportement requis. Dans le cadre des escargots et de la sélection naturelle, en règle générale, la règle, en gros, c'est pouvoir se reproduire le plus possible pour assurer la pérennité de l'espèce. Et donc, ça veut aussi dire survivre aux prédateurs, pouvoir séduire de façon plus efficace, etc. Là, dans ce cadre-là, c'est l'équipe d'ingénieurs qui va mettre en place une fonction, on appelle ça des fonctions de fitness, une fonction qui va permettre d'évaluer un score, donc un barème en gros, qui va être la vitesse à laquelle la fusée atteint le point, si elle l'atteint, la distance, tout ce genre de paramètres. Donc là, voilà, ça permet de faire évoluer typiquement des comportements. J'avais un autre exemple que j'aimais bien. Donc là, c'est exactement le même principe. On fait évoluer des véhicules à 2 roues, des espèces de petites voitures. Et donc là, le score de fitness, le barème, ça va être en gros, celle qui va le plus loin, elle est utilisée pour passer ses gènes à toutes les autres. Comme ça, on crée des croisements. En fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on ne parle pas seulement d'un comportement, mais aussi une forme qui se crée, qui va être comme ça évoluer, sélectionner naturellement.
Et c'est la forme qui va le mieux répondre à ce score qui va être sélectionnée. Donc là, je vais laisser passer un petit peu pour vous montrer. Là, on est sur une espèce de voiture très resserrée qui arrive un peu à passer les obstacles. Et de plus en plus, alors je vais peut-être avancer un peu dans la vidéo, vous allez voir que les voitures sont de plus en plus longues, typiquement. Voilà, j'avance un peu. Voilà, et donc, on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est un système qui est très complexe, mais la voiture qui score le mieux à la fin, c'est celle-là. Donc là, on est là, je ne sais plus à quelle génération ça, c'était écrit. Voilà, au bout de la 8e évolution, c'est cette voiture qui a été choisie. Et ça, c'est typiquement un principe d'émergence. C'est que le designer, la designeuse à l'origine de la voiture n'aurait pas forcément pensé à créer une forme exactement comme celle-là. Et d'ailleurs, n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi c'est cette forme qui performe le mieux. Mais l'évolution empirique fait que voilà, la victoire fait que c'est cette voiture qui l'emporte. Donc pour revenir à mon projet de diplôme, ça c'est quelque chose que j'avais essayé de mettre en place avec, donc dans un premier temps, juste l'utilisation de couleurs, parce que, toute cette question de passer de l'ADN, de créer des paramètres, c'est assez complexe et du coup, moins on a de paramètres pour chaque objet, mieux c'est. Donc la couleur, là, ce que j'utilise, c'est RGB, donc c'est 3 paramètres. C'est en gros, c'est un ADN à 3 points, quoi. C'est assez simple à mettre en place et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était justement cette question de score. En fait, j'avais envie de ramener le sensible de l'humain et plutôt que d'avoir un score qui est, très mathématique et qui est très, déterminé, laisser, la sélection des individus d'une génération à l'appréciation de l'utilisateur, de l'utilisatrice. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est une mini interface qui permettait, donc par génération, une ligne égale une génération, de sélectionner en gros des organismes, on va appeler ça des individus de la population, qui me plaisaient parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, voilà, j'aimais bien ces couleurs-là, ou alors ça répondait à une demande que j'avais d'un brief ou de quelque chose. Et comme ça, de génération en génération, pouvoir générer une palette de couleurs, pardon, qui, correspondait en gros à la sélection, de ma sensibilité. Donc une fois, que cette implémentation avait été faite, donc ça je l'avais développé sur Processing pour ceux que ça intéresse. L'idée, c'était d'aller un peu plus loin et donc de commencer sur le même principe de sélection à, complexifier justement, les formes, augmenter le nombre de paramètres. Donc ça, c'est un algorithme, un peu type, spirographe, qui s'appelle justement Supershapes, d'où le nom du projet. Donc on a un peu plus de paramètres qui permettent de définir des formes et là, donc vous voyez par exemple, dans cet exemple-là, je choisis des formes plutôt, piquantes, on va dire, voilà, c'est le terme que je m'invente dans ma tête avec ma sensibilité et de génération en génération, hop, voilà, les formes vont devenir de plus en plus piquantes. Je continue à complexifier, j'essaie de faire la même chose avec des surfaces. L'idée, bien sûr, un peu assumée dès le début, étant d'arriver à de l'objet à la fin, bien sûr. Donc des surfaces, des dégradés avec plusieurs dimensions, ça c'était pas très concluant. Des isosurfaces, ça c'est un pardon, c'est un mode de représentation 3D, mais bon, ça c'est pas allé très, très loin. Les sphères, il y avait des choses intéressantes, ça crée des espèces de formes, parfois rigolotes, voilà, on allait là et finalement, j'en suis venu à la forme un peu tubulaire, assez pratique qui permet de générer des vases. Les vases, c'est un objet qui est intéressant en design dans ce genre de cas parce que, il peut ne pas être fonctionnel, c'est pas gênant, et ça en fait un objet de médiation, assez pratique à utiliser quand on veut parler un peu d'artisanat aussi derrière. Et donc là, la façon dont se présentait l'interface, on avait comme ça, 5 objets, 5 individus distincts qui portaient chacun, un ADN, j'appelais ça des organismes. Donc chacun de ces organismes était présent, sur une page et moi, en tant qu'utilisateur, je pouvais choisir soit l'un, soit l'autre, toujours pareil en fonction de ma sensibilité. Il n'y a pas de score, il n'y a pas de notion de fonction de fitness, ce genre de choses. Et celui que je choisis, il se reproduit avec tous les autres et du coup, on crée des croisements, ils mélangent leurs ADN et de cette façon, de génération en génération, je deviens, plutôt que dessinateur d'un objet, plutôt une espèce
sélectionneurs, on est presque dans l'ordre du croisement animal pour avoir la vache celle qui produit le plus de lait, ce genre de choses. Sauf que là, l'optimisation, c'était juste celle de ma sensibilité de designer. Et donc, chacun de ces organismes, je leur avais attribué un nom, et ils portaient également dans leur code génétique une technique de fabrication. Et ce qui permettait donc de génération en génération, de croisement en croisement, de mélanger également les techniques de fabrication. L'interface pour le projet de diplôme ressemblait à ça, donc on avait des petits moyens à boule. J'avais fait un petit pupitre avec un joystick et un bouton. Donc on pouvait sélectionner le vase qui nous plaisait le plus, cliquer sur le bouton, ce qui faisait se reproduire ce vase avec tous les autres, et on arrivait à la génération d'après, qui étaient donc les descendants directs de ce vase. Voilà, ça permettait de donner une pluralité de formes. Et ça permettait également de produire donc des arbres généalogiques pour expliquer un peu d'où venaient ces objets, comment ils avaient été produits. Voilà, donc ça permettait aussi également de faire une vraie médiation sur la notion d'algorithme génétique et de replacer un petit peu le designer dans le process. Et les objets finaux, donc on avait sorti avec mon collègue Gaëtan Morin qui m'avait aidé sur le projet, ressemblaient à ça. Donc ils avaient chacun à chaque fois un nom, donc là c'était chez Desflux. Et lui, par exemple, son code génétique, les croisements successifs qu'il avait produits, faisaient qu'il était fabriqué en fibre de carbone thermoformée, mais la moitié était faite en fourrure imprimée en 3D. Donc voilà, des trucs complètement un petit peu fous qui émergeaient de ce système d'évolution. Fluribu, lui, c'était un objet qui était fait en porcelaine blanche, mais avec des rayures en cork, pardon, j'ai oublié le nom, en liège. Et Clufu, donc voilà, un troisième exemple que j'avais sélectionné, son bas était fait le bas de l'objet était fait en herbe et le haut en or. Donc voilà, ça c'est un peu un projet manifeste qui m'a en fait permis de me poser les questions d'émergence, de génération, ce genre de choses. Quelques années après, je me retrouve à Cheval Vert, et là, il est question d'appliquer ces principes-là, mais à des commandes de clients. Et donc le premier projet dont je voudrais vous parler, donc projet de générateur, c'est le projet qu'on a développé pour AG2R La Mondiale. Donc AG2R La Mondiale, c'est un groupe d'assurance. En 2018, si je ne dis pas de bêtises, le studio Cheval Vert, on a été mis en concurrence avec un autre studio qui s'appelle le studio Réjeanne d'Albello, pour refaire l'identité d'AG2R. Et donc, à la suite de cette mise en concurrence, c'est le projet de Réjeanne qui a été sélectionné. Et ce projet, il se base sur la création du logo qui avait été faite par Dunbar. Et le logo d'AG2R, c'est un logo qui rappelle donc le principe du papier plié. Donc voilà, il est composé comme ça. Et Réjeanne, l'identité qu'elle a mis en place dans son studio, se base sur le papier plié. Donc, je vous montre quelques visuels. Voilà, ça c'est des visuels donc ça c'est des extraits du travail de Réjeanne. Voilà, donc c'est un visuel avec d'un côté il y a vraiment un recto, il y a vraiment un verso, on plie vraiment le papier. Donc il y avait une forme de radicalité assez forte là-dedans. Voilà, des exemples avec des plis à l'intérieur. Voilà. Et donc la question qu'on se pose quand une charte est développée sur ce principe-là, une fois que le projet a été validé, a été développé, c'est comment on applique en tant que graphiste une identité visuelle qui plie du papier. Donc pour créer ce genre de visuel, le studio de Réjeanne avait mis en place un guide à l'attention des communicants et des graphistes du groupe AG2R Mondial, sur en gros une espèce de petit tuto sur comment simuler un pli sur Adobe Illustrator à l'époque. Et donc pour faire ça, il faut sélectionner les 2 points à partir desquels on veut créer le pli. Il faut tracer une ligne et ensuite faire une espèce de système de symétrie
en s'assurant que du coup la contreforme et la forme sont identiques, que l'angle est bien droit parce que c'est un format papier, donc les angles sont droits, il faut faire attention. Ça, c'est un truc qui on se retrouvait souvent avec le problème que les angles étaient un peu trop pincés, du coup, c'était pas très réaliste. Et donc voilà, on se retrouve à devoir générer des papiers pliés dans un logiciel où le paradigme de manipulation il est vectoriel. En gros, on déplace des points. Et en plus de ça, Illustrator à cette époque-là, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, j'utilise plus Illustrator, ne permettait même pas de faire des symétries axiales. Donc c'était assez complexe à mettre en place. Et du coup, l'identité en soi, ce qui se passait, c'est qu'elle était appliquée en utilisant toujours le même pli, parce que ça permettait de faire un copier-coller, c'était pratique. Je vous ai même pas parlé de l'ombre portée, c'était aussi très, très chiant à faire sur Illustrator. Et le problème de ça, c'est que du coup, ça annihilait un peu toute l'envie qu'avait Régène derrière d'avoir quelque chose de très dynamique où le papier est toujours différent, toujours plié d'une façon particulière. Du coup, comme AG2R et Régène nous connaissaient et savaient qu'on était un peu geek, on nous a proposé de regarder si on pouvait créer un outil un petit peu custom pour générer des plis. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a sorti un logiciel, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé au cours de vos études, ça s'appelle GeoGebra. C'est un logiciel de géométrie qui permet de travailler en contrainte pour voir comment générer géométriquement des formes qui représentent du papier plié correct. Donc là, ce que vous voyez dans la vidéo, c'est deux exemples de manipulation différents d'une même forme. Donc il y en a une où on manipule par le coin. Donc là, c'est le triangle vert. Voilà, c'est pratique parce que du coup, c'est comme le réel, on va dire. Par contre, si on le manipule trop loin, on va à des extrêmes qui fait que, bah, le pli ne peut plus se générer. L'autre exemple, c'est, un exemple qui est plus en contrainte, qui permet de déplacer les deux, en gros, les 2 coins du pli, plutôt que le coin de la page, si je peux expliquer comme ça. Donc voilà, ça c'était, un travail qu'on a fait pour voir si on pouvait générer du pli. Et à partir de là, donc c'est pour ça que j'étais très content aussi, Nolwenn, que tu parles avant moi, parce que du coup, on peut se poser la question de l'interface. On développe un outil custom, donc c'est du web, il faut imaginer que c'est un site web. Tout est calculé en live. Donc pour les utilisateurs utilisatrices au sein d'AG2R, qui, elles et eux, sont plus habitués aux logiciels type Canva, voire PowerPoint. Donc on essaie de reprendre des codes de ces langages-là, de ces logiciels-là. On peut bien sûr éditer, et donc voilà, on peut éditer le texte et on peut bien sûr déplacer le pli. Et donc on passe, c'est un truc que je trouve intéressant et dont j'aimerais parler, on passe d'un paradigme de manipulation, on va dire, de pixels ou de vecteurs, comme on a sur Illustrator ou sur Photoshop, à un paradigme qu'on crée nous-mêmes de toutes pièces. En gros, dans l'interface, on parle vraiment de papier, on parle de recto, on parle de verso. On laisse les utilisateurs, utilisatrices déplacer le papier. Et donc voilà, donc s'ils veulent vraiment, voilà, bon, ça c'est les textures qu'ils utilisent. S'ils veulent appliquer une texture à une partie, ils cliquent sur la partie, ils appliquent la texture, on peut déplacer. Je vais laisser avancer un peu la vidéo. Voilà, on peut faire tout un tas de choses et derrière cet outil-là, il va permettre donc de générer des visuels pour les réseaux sociaux de la marque, en gros. Donc dans les différents formats. Il y a une question qui se pose aussi de l'adaptabilité des mises en page. Pour ceux qui font du web, on parle de responsive, c'est le fait d'adapter une mise en page à différents formats. Là, vous avez vu aussi qu'il y a de l'animation. Donc l'outil est assez complet, permet de générer des animations, exporter du SVG, du PDF, faire des formats prêts à l'impression, faire des formats prêts à l'envoi par mail, pour les réseaux sociaux, etc. Voilà. Et on en parlait rapidement tout à l'heure, la question du template. Moi, je trouve qu'elle est quand même importante dans ce genre d'outil, parce qu'elle permet justement d'offrir un cadre de création relativement fermé, relativement restreint. Et qui permettent d'adapter différents discours, différents messages que les utilisateurs et utilisatrices du logiciel auraient besoin d'utiliser. Donc voilà, ça c'est pour AG2R. Je vais passer à un autre projet qui s'appelle
Donc un projet pour la Fédération française du paysage, la FFP, qui est encore une fois un projet cheval vert. Donc là, c'est vraiment un projet d'identité. Autant le projet précédent, AG2R, l'identité avait été conçue en amont et on était chargé de décliner l'outil et d'en faire ce générateur. Autant là, avec les collègues de Cheval Vert, on a pu se poser la question dès le début du projet de faire du graphisme génératif, en sachant que en fin du processus, en plus de livrer une charte graphique, on pourrait se permettre de livrer un outil de déclinaison et de génération de cette charte-là. Du coup, on est vraiment parti sur un champ libre. Voilà, ça c'est un exemple de à quoi ressemblait le site de la Fédération française du paysage quand ils nous ont contactés. Bon, les couleurs étaient un peu vieillottes, et cetera, et ils avaient une vraie problématique qui était la question de l'iconographie. Où en fait, comme c'est un statut associatif, qu'il y a beaucoup de personnes au sein de cet asso et qu'il faut parler de paysage, l'idée initiale, c'est de montrer de la photographie. Le problème, c'est que les visuels sont souvent très hétérogènes en termes de qualité. C'est pas toujours évident. Du coup, au sein du studio, on a pris le parti de faire une identité sans images, sans photo, et de générer du paysage nous-mêmes, avec l'idée donc de parler d'une infinité de paysages et de parler également des logiciels qu'utilisent bon ça c'est le petit clin d'œil graphique, les logiciels qu'utilisent les paysagistes, qui sont souvent, ils utilisent souvent des codes de patterns, de motifs pour faire des hachures, représenter des zones, etc. Donc la question qui se pose, c'est comment générer ces paysages. Et là, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans mon rapport aux autres graphistes du studio, parce que moi, je ne me considère pas tout à fait comme un graphiste, du coup, c'est un peu la question de la médiation, parce que quand on a ce genre de paysage, souvent, ce qu'on s'entend dire, donc ça a été dessiné à la main, typiquement, c'est « Ah ben, on n'a qu'à se dire que c'est aléatoire ». En fait, le problème de l'aléatoire, j'ai un exemple là, c'est que l'aléatoire, c'est rarement voulu, c'est pas très beau. L'exemple du haut, c'est de l'aléatoire, c'est un tirage aléatoire pur. Nous, ce qu'on va vouloir, justement, c'est un petit peu curater cet aléatoire, réfléchir à des nouvelles façons d'en générer. Et donc, l'exemple que vous avez, la courbe du bas, là, c'est ce qu'on appelle du bruit de perlin, qui est, alors, du coup, par abus de langage, on peut dire que c'est aussi aléatoire, dans le sens où on n'est pas capable de déterminer le point suivant, enfin de le prédire. Mais il est un petit peu, on va dire, dressé, dans le sens où il se base sur des notions d'harmonie, typiquement, qui vont permettre de créer des courbes un peu plus agréables à l'œil, on va dire. Et donc la génération des paysages de la FFP, en gros, c'est juste des courbes de perlin comme ça, qui sont reproduites les unes devant les autres, dans lesquelles on charge des symboles que Mathieu, mon collègue graphiste, avait dessinés, et qui permettent comme ça de générer des visuels à l'infini, pour le coup. Voilà, je vous en montre quelques-uns là, avec aussi cette idée de pouvoir les animer. Et là-dedans, il y a quelque chose d'autre que je trouvais intéressant, c'est que justement, cette question d'aléatoire, on a choisi de ne pas s'y pencher sur la question des couleurs, parce que la théorie des couleurs, c'est quelque chose de très, très complexe, et qui peut devenir vraiment très complexe. Et de ramener justement de la sensibilité humaine là-dedans, avec donc le travail de Mathieu, qui a été un travail de choix de couleurs. Donc c'est lui qui a déterminé quelle couleur il voulait pour le projet, vraiment ses palettes. Et juste, nous, mettre en place derrière un mini système qui permet en gros de dire, on prend 2 couleurs sombres, 2 couleurs moyennes et 2 couleurs claires d'une palette, et on génère comme ça une nouvelle palette de couleurs pour générer ces paysages. Donc il y a la question de qu'est-ce qu'on choisit de générer et qu'est-ce qu'on choisit de dessiner nous-mêmes, de sélectionner nous-mêmes. Donc ces paysages-là, comme c'est du web, on peut les faire vivre sur le site internet. Voilà, ça permet de rendre un peu vivant le site. C'est un site où les couleurs changent régulièrement, donc sont générées par les couleurs que je vous montrais, et on peut les animer comme ça, animer les paysages. Et derrière, la question aussi qu'on avait, c'était de créer des affiches pour appliquer cette charte.
Et donc l'idée de ces affiches-là, c'est aussi de faire des affiches qui sont donc responsives, dont le gabarit va pouvoir s'adapter au format. Donc là, voilà, vous avez une affiche assez classique, format portrait, l'équivalent de l'affiche, dans un format paysage. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. En plus, celle-là, on n'est pas dans un truc très complexe. En gros, c'est juste des échelles de caractères et ça suffit. Donc voilà. Et derrière, on peut créer également un générateur. Et là, je voudrais m'arrêter un instant sur l'interface de ce générateur et la comparer à celle d'AG2R que je vous ai montré tout à l'heure. Là où AG2R, on a quelque chose qui est très, on va dire, WYSIWYG. En gros, on peut déplacer les points et manipuler le visuel. Dans le cas de la Fédération française du paysage, les personnes en charge de la déclinaison de l'application de la charte, de la communication, ne sont pas des graphistes. Et en partie pour simplifier leur travail et en partie pour aider à tenir la qualité de la charte graphique, on a choisi de mettre en place un outil de génération de visuels sous forme de formulaire. En gros, là, c'est ce que vous voyez depuis tout à l'heure. La première entrée, elle est textuelle, parce qu'en gros, on leur demande de remplir les informations de la fiche. Ils vont générer le paysage et voilà, d'étape en étape, produire des visuels. Et donc là, ce qui se passe, c'est que dans la démo, on produit un visuel pour Facebook, un visuel pour LinkedIn et puis une impression, je ne sais pas, A3, CMJN, PDF. Et donc, elles vont se mettre automatiquement, en fonction des règles qu'on a mis en place, elles vont se générer, utiliser le même paysage. Et derrière, on peut quand même ajuster pour des questions de visibilité. Là, si celle-là, elle a des couleurs différentes, c'est parce que c'est du CMJN. Voilà, je peux regarder. Et hop, télécharger directement tous les visuels ensemble. Voilà, et ça, c'est quelques exemples de visuels générés avec notre outil. Voilà, je vais passer au dernier projet, donc, qui est également un projet de Cheval Vert, d'identité. Un projet d'identité pour le Grand Patrimoine Loire-Atlantique, qui est un projet qui date de 2019. Je vais d'abord vous montrer quelques visuels. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui était intéressant parce que, alors, je ne suis pas celui le mieux placé pour en parler au sein du studio, parce que moi, je n'ai pas travaillé sur la partie graphique. Mais en gros, l'idée, c'est que le Grand Patrimoine Atlantique, c'est un ensemble de lieux. Donc, le patrimoine atlantique, c'est, on va dire, la structure globale. Il y a l'église du Vieux-Bourg, le laboratoire arcantique, le jardin des Félicifets, le musée d'Aubray. C'est un ensemble de lieux qui ont chacun un symbole. Voilà, vous avez les symboles là. Et on doit pouvoir faire des liens, des rapprochements et créer une identité cohérente parmi tous ces lieux-là. Donc, ce qu'ont mis en place les graphistes au sein du studio, c'est une boîte à outils. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans les logiques de système. Un ensemble de typos, un ensemble de symboles, un ensemble de couleurs, et pour chacun des lieux ou des événements, une iconographie particulière avec ce petit twist graphique de pouvoir détourer certains objets. Et la composition graphique derrière, c'est aussi quelque chose qu'à Cheval Vert, on aimait bien faire, c'est en gros concevoir un grand visuel et venir rogner dedans, récupérer un petit morceau. Donc pour le projet de GPLA, les compositions d'affiches, elles se composaient sous forme de panneaux verticaux. Donc là, vous voyez, il y a un premier panneau, un second, etc. C'était composé comme ça, et après, on venait récupérer un morceau dedans pour créer le visuel, poser le texte dans les blocs en gros de couleurs, et voilà, générer le visuel comme ça. Donc l'idée de ce projet-là, c'était encore une fois d'essayer de fournir au client un outil qui lui permettrait de décliner rapidement et facilement des supports. Donc pour ce faire, on s'est posé la question de pouvoir générer ces frises. Donc là, ce que je vous montre, ce ne sont pas des frises générées, ce sont des frises qui ont été dessinées par Priscilla de Gardin, qui était à l'époque la graphiste en charge de la conception de ces frises.
Donc voilà, je vous montre quelques frises. Et donc la question derrière, moi en tant que développeur et concepteur du système génératif, c'est de me dire: «OK, bon, c'est quoi les règles, en fait, pour, générer, ces visuels-là?» Donc on essaie de mettre en place une espèce de structure conditionnelle, de se dire: «Bon alors, si on commence par un panneau vert comme ça, le suivant, c'est un grand aplat de blanc». On essaie d'alterner les différentes tailles pour créer de la variation, et cetera, et cetera. Le problème, c'est que, c'est très compliqué à mettre en place et en fait, ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'à chaque fois qu'on essaie de sortir une nouvelle version, on refait une passe avec, Priscilla typiquement. Heu, Priscilla, me dit: «Ah oui, mais alors là, peut-être que, dans ce cas-là, j'aurais plutôt rajouté ça ici», donc on essaie de rajouter une condition au système de génération, on essaie de le mettre en place, mais ça devient vite très compliqué et pas vraiment évident et en fait, on se rend compte assez vite que Priscilla, en tant que graphiste, elle a un œil qui est très éduqué, elle a une sensibilité visuelle qui est particulière et l'encoder en termes de structure conditionnelle, c'est un peu la sécher et c'est pas super, super évident à mettre en place. Par contre, ce qu'on se rend compte aussi sur ce projet, c'est que, comme souvent dans les systèmes graphiques, il y a une vraie grammaire visuelle. Il y a des principes comme ça presque de syntaxe et du coup, nous vient une idée qui était assez intéressante à l'époque, qui est d'utiliser donc, ce qu'on appelle des chaînes de Markov. Alors je vais faire un petit point technique sur ce qu'est une chaîne de Markov avant de pouvoir, continuer. Donc une chaîne de Markov, en gros, c'est une structure une structure, probabilistique, pardon, qui va permettre d'analyser un corpus donné. Donc, on parle de texte. Voilà, là, je vous donne un exemple de corpus, 3 phrases: «I like turtles, I like rabbits, I don't like snails». Donc j'aime les tortues, j'aime les lapins, je n'aime pas les escargots. Le principe de la chaîne de Markov, c'est de, restructurer ce corpus en un arbre de probabilité qui va permettre de déterminer quelle est les mots potentiels qui peuvent sortir après un mot donné. Donc là, dans notre cas, heu, après I, on peut avoir, soit like, soit don't. On va avoir plus de chances d'avoir like parce qu'il y a 2 phrases où ça commence par I like, une seule qui commence par I don't. Après like, on peut avoir rabbits, turtles, snails, complètement interdépendamment. Et le principe de ça, du coup, c'est qu'on va pouvoir générer des phrases qui respectent la syntaxe. I like turtles, I don't like turtles, I like rabbits, I don't like rabbits, qui vont respecter la syntaxe et qui, comme ça, imitent un corpus donné. Donc ça, pour être très clair, c'est et bon, on résume vraiment un peu grossièrement, c'est le fonctionnement initial de ChatGPT, par exemple, des LLM. Là, l'exemple que je vous donne, on tient compte d'un seul mot. Donc on parle d'une chaîne de Markov d'ordre 1, c'est-à-dire que, pour, que le mot like sorte, on regarde que I avant, donc c'est ordre 1. Il y en a qui construisent un peu plus de complexité, ça va être ordre 2, 3, 4, on prend en compte plusieurs mots avant. Typiquement sur les téléphones, portables, le clavier, les mots prédits, à la base en tout cas, utilisaient des chaînes de Markov. Et dans le cas de ChatGPT, la fenêtre contextuelle, enfin, alors du coup, c'est plus comme ça que ça fonctionne maintenant, mais les premières versions, les fenêtres contextuelles, c'était de l'ordre de la dizaine de milliers de mots, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça pose d'autres questions de comment encoder ces informations, et cetera, que je ne maîtrise pas, pour être honnête. Pour vous donner un exemple qui est, du coup, qui date il y a quelques années maintenant, qui est tristement de nouveau d'actualité. Philippe, alors je vais écorcher son nom, Ratchek, un développeur avait conçu comme ça, un générateur de tweets de Donald Trump. Donc en récupérant, l'ensemble de ses tweets à l'époque, en les structurant dans une chaîne de Markov et comme ça, il permettait de régénérer des phrases qui, du coup, imitent le phrasé si particulier, de Donald Trump, récupère des mots qu'il a utilisés parce que, ces structures-là ne permettent pas de créer des nouveaux mots. C'est forcément issu du corpus. Mais par contre, le sens des phrases, ça peut être parfois complètement en contresens avec ce que Donald Trump aurait pu tweeter. Mais par contre, ça imite, sa syntaxe.
Et donc voilà, fin de l'exemple. Je reviens à mes frises. Nous, ça nous intéresse énormément parce que du coup, on n'a pas vraiment de notion de syntaxe, de sens, pardon. Par contre, on veut respecter une syntaxe spécifique. Et du coup, ce qu'on a mis en place avec Priscilla, c'est un petit langage textuel pour pouvoir justement bénéficier des chaînes de Markov. Et chacune des typologies de panneaux, on l'a encodé sur une forme de texte qu'on a inventé, un micro-langage. Sans rentrer dans le détail, en gros, là, l'idée, c'est le M, c'est la largeur du panneau. Donc, il y avait M, L, XL, XS. C'est un panneau coloré, donc il a de la couleur. Et dans ce panneau, on rajoute 2 symboles. Tac. Voilà. Le suivant, c'est aussi un panneau de taille moyenne et c'est une image. Le suivant, c'est un panneau de couleur avec un symbole, un petit panneau d'une image, un très petit panneau avec un pattern, donc une répétition de motifs, un tout petit panneau de couleur, un panneau avec un symbole, etc. Et donc, en faisant ça, ça nous permet de créer un corpus, enfin, au plus précisément de traduire une série d'exemples de panneaux que Priscilla a développés, a imaginés avec sa sensibilité d'humain, de graphiste, l'encoder sous une forme qui est facilement structurable par une chaîne de Markov, et à partir de là, générer des nouveaux panneaux qui vont reproduire la syntaxe de ce que Priscilla a mis en place, sans avoir à explicitement décrire des règles très précises de tel panneau après tel panneau, etc., ce qui peut être très complexe et parfois un peu contre-productif. Et donc le générateur en question, c'est celui-là. Ça, c'est un outil qu'on a, à l'époque, on n'avait pas les compétences pour développer vraiment la partie gestion typographique au sein du générateur. Et du coup, on était parti du principe que ça pouvait être un outil intéressant à utiliser pour créer pour préconstruire, on va dire, des frises. Donc là, voilà, vous voyez que j'importe des images. J'ai choisi un peu avant les lieux desquels je voulais parler, donc ça génère les bons pictos. Et là, je vais choisir un peu mon thème coloré. Voilà. Si besoin, en haut, j'ai une petite baguette magique. Ça, c'est le bouton, voilà, pour régénérer des frises. Et après, donc la façon dont nous, on imaginait ce principe, c'est qu'on peut venir cropper à l'intérieur, rogner une partie et exporter cette partie, donc pour le coup, vers des logiciels de création type... alors, on peut faire du PNG, mais en fait, ce qui servait surtout, c'était le SVG, pour les réimporter dans Illustrator, dans InDesign, par exemple, et venir poser le texte, éventuellement changer le cadrage des images, ce genre de choses. Voilà, je vais finir avec quelques réflexions comme ça, un peu en vrac. Vous verrez, j'ai une façon de penser qui est un peu empirique sur ces projets-là. Il y a une question qui m'intéresse énormément, c'est la question des paradigmes de création. En gros, nous, l'idée, c'est on essaie de créer des outils sur mesure pour manipuler des métaphores graphiques particulières. Typiquement, je trouve le papier plié d'AG2R, c'est un bon exemple. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans un logiciel avec un paradigme de manipulation classique. On a été obligé d'inventer le nôtre. L'idée derrière aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour réinventer la roue. On ne va pas développer un logiciel s'il n'y a aucun intérêt derrière de changement de paradigme. La question de l'interface, Nolwenn en a très bien parlé. Je pense que c'est une question qui est fondamentale. Donc, ça rejoint vachement la question des paradigmes de création. Quel type d'interface on met en place? Ça pose aussi la question du positionnement de l'utilisateur vis-à-vis de ce générateur. Moi, il y a un truc, par exemple, qui me questionne beaucoup par rapport à ChatGPT et à d'autres outils de création en prompt, c'est le fait de se positionner vis-à-vis de ces outils comme si c'était un assistant. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu aliénant là-dedans, où en fait on demande à quelqu'un d'autre de nous créer le visuel, alors qu'on pourrait le manipuler nous-mêmes. Et il y a une autre question qui m'intéresse dans la notion d'interface, c'est le fait de faire des interfaces tangibles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu encore l'occasion de développer. Mais voilà, je pense qu'il y a un potentiel là-dedans, à générer des visuels en manipulant des objets
je sais qu'il y en a d'autres qui le font, je pense à Brett Victor notamment. La question des données et des formats et des échanges entre différentes données, je pense que c'est un petit peu fondamental, et c'est quelque chose qu'on abstrait énormément aussi avec les nouveaux logiciels, enfin les nouvelles interfaces d'IA. Typiquement, là, ce que je vous montrais sur Grand Patrimoine Loire-Atlantique, je trouve que c'est fondamental de se poser la question de comment on encode une image pour pouvoir, alors d'une part, la rendre compréhensible par un système génératif, mais aussi pour pouvoir la stocker, la manipuler, l'extraire, ce genre de choses. Derrière, bon, il y a aussi la question de la propriété de ces données. Est-ce qu'on ne peut pas, je pense à Figma notamment, et à ce que fait un peu Adobe, redonner la propriété de ces données aux utilisateurs et utilisatrices. Et la question de la portabilité dans les échanges, je trouve que c'est important aussi. Que pour l'instant, on génère des visuels. Les visuels, c'est du pixel. On ne peut pas en faire grand-chose. Nous, on s'efforce toujours de pouvoir exporter des visuels vectoriels. Ça a le mérite de pouvoir être, déjà, c'est souvent plus léger, et ça a le mérite de pouvoir être réexploité dans d'autres logiciels. Donc là, c'est dans une logique d'export, mais je pense qu'il y a la question qui se pose aussi pour la question de l'import. Voilà. Et la place des designers, designeuses. C'était une réflexion qu'on a eue au début des premiers générateurs, de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de voler le travail des personnes en charge de décliner ces outils-là? Et en fait, il y a un truc qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est de se dire que on peut faciliter le travail déjà des personnes sans leur voler leur travail, et que je pense qu'on tend vers une envie de faire remonter le designer dans la chaîne de production, on va dire. Moi, typiquement, mon rôle au sein de Cheval Vert, ça a souvent été de développer des générateurs en fin de processus de l'identité, typiquement AG2R. Et avec les années, de plus en plus, j'interviens aussi beaucoup plus en amont, parce que j'ai des compétences en réflexion de système, ce genre de choses. Je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Et le rapport au sensible, super important. Je trouve que c'est bien de se dire que la machine est capable de générer ce qui est long à calculer, chiant à faire, ce genre de choses, mais qu'il faut laisser à l'homme, à l'humain, au graphiste, la possibilité de faire des choix aussi, que ça soit en amont ou en aval du process. Voilà, et donc ça, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on va se poser au sein de Machine Studio qu'on est en train de monter avec mon collègue et ami Stéphane. Merci. Merci Arnaud. Donc, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et je les redonnerai. Je vais me permettre néanmoins une petite question, étant en charge de ça. J'ai beaucoup de problèmes avec mes étudiants, notamment sur la partie qui a été un petit peu évoquée sur aléatoire et procédural. Et est-ce que ce serait possible voilà, de bien réexpliquer ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui en sont en train de nous écouter. Et c'est parfois quelque chose que j'ai du mal à faire comprendre aux étudiants et les étudiantes, justement. Alors, il y a deux façons de poser la question. Tu as la façon un petit peu, on va dire, technique, donc je peux y répondre assez facilement. L'aléatoire pur, alors déjà, bon, on ne va pas rentrer dans la question de l'aléatoire, est-ce que ça existe, ce genre de choses. On va dire que l'aléatoire, il faut vraiment se dire, c'est juste, je jette des dés et j'en fais quelque chose. Bon, c'est très bien, ça permet de surprendre, ça permet de faire plein de choses. Le procédural, c'est si je tire un 6 au dé, je vais plutôt choisir de faire ça. Si je tire un 5, je vais plutôt choisir de faire ça. En gros, l'idée, il y a un très beau livre de Moniker qui s'appelle Conditional Design Workshop, que je vous recommande, qui parle très bien justement de la partie procédurale. En gros, c'est le principe des algorithmes de la génération procédurale, c'est mettre en place une recette de cuisine. Avec Stéphane, on avait fait un workshop il y a quelques années qu'on avait appelé Aléa. En gros, le principe, c'était de proposer aux participantes de prendre un phénomène aléatoire. Je ne sais pas, par exemple, jeter des élastiques et des élastiques au sol et les prendre en photo. Du coup, ça fait une espèce de forme, ça fait des blobs, des choses comme ça. Ça, c'est la partie aléatoire, on ne le maîtrise pas.
Et la partie procédurale, c'est de dire, bon, OK, à partir de ces élastiques-là, ou des Mikado, typiquement, c'est intéressant le choix des Mikado, espèce de bâton, là. À partir de ça, je vais déterminer ma petite recette de cuisine, mon algorithme qui va dire que les Mikado rouges, je m'en sers comme grille de composition typographique, les Mikado bleus, j'en fais telle chose. Et donc là, c'est le rôle du designer, justement, de concevoir un système qui va être plus ou moins intéressant et qui va encadrer un petit peu ça. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est une piste en tout cas de réflexion. Non, merci, c'est bien justement. Mais c'est aussi de les aider à développer leur réflexion. Emmanuel avait une question. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pensez distribuer les applications développées pour qu'elles soient accessibles comme outil de création pour d'autres concepteurs? Alors ça, c'est une question qui est intéressante, ça pose la question du sur-mesure. Nous, on s'est jamais lancé dans des outils qui permettent de générer plein de visuels différents. Un outil est toujours développé en réflexion par rapport à une identité spécifique. C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer quand je parle de paradigme de manipulation, le papier, ce genre de choses. Donc, en soi, on a assez peu d'intérêt à le faire parce que ça tombe un peu à plat si le papier, on s'en sert pour faire autre chose, typiquement. Et encore que. Par contre, nous, ce qu'on a à cœur de faire avec Stéphane, c'est open sourcer au maximum ces outils-là. Et donc, même si l'outil n'est pas forcément très intéressant en soi, et encore qu'on tend de plus en plus à créer des micro-outils qui permettent de générer un truc très précis et qui, eux, du coup, sont un peu plus libres d'utilisation, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre à disposition des librairies, des outils de code qui permettent de récupérer des petits morceaux. Donc, on n'ouvre pas forcément ces outils-là à un usage public. Par contre, on tend à, on va dire, enrichir une boîte à outils qu'on partage. Ok, merci. Anthony pose la question suivante. Quels sont les retours de la FFP, donc la Fédération française de paysage, sur le générateur? Il utilise vraiment, c'est pas trop répétitif visuellement. Alors, pour la question du répétitif visuellement, ça, c'est une question qu'il faudra poser aux graphistes. Oui, ils l'utilisent, ils en sont plutôt contents. Et encore que cette semaine, j'avais le débat avec Lola, je ne sais pas si elle est dans le coin, enfin, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, on va dire. Ils l'utilisent en tout cas, c'est un outil qu'ils utilisent vraiment. Là encore, donc c'est un outil qui date de 2019, là on doit faire des mises à jour bientôt pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Le générateur AG2R, il l'utilise tous les jours. On a pas mal de travail dessus. Celui de GPLA, par contre, la Grand Patrimoine Loire-Atlantique, pas du tout. En partie parce que la charte n'est pas vraiment appliquée, donc forcément elle est assez peu utilisée, et en partie je pense parce que l'outil était pas assez, comment dire, pas assez abouti pour être utilisé complètement. On était obligé de utiliser InDesign derrière, et je pense que les graphistes qui génèrent les visuels préfèrent utiliser directement InDesign. Même si nous, la logique, c'était de se dire, ça fait une espèce de plugin pour générer l'entrée d'InDesign. Je pense que c'est pas vraiment utilisé. Ça me permet de rebondir sur un truc. Il y a d'autres outils qu'on a développés qui sont plus ou moins utilisés. Je pense que l'une des pistes qu'on aimerait développer, en tout cas avec Stéphane, c'est le fait de pouvoir générer justement des fichiers utilisables sur les logiciels Adobe. Je pense que ça peut permettre aussi de booster l'utilisation. Notamment avec du SVG, j'imagine. Ouais, voilà, typiquement. Bah alors, même petite dédicace à Yann Trivedic qui travaille dans le même bureau que moi. On se pose des questions de générer directement des fichiers IDML. Hmm. Ouais, c'est des pistes aussi de réflexion. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les fichiers DML, c'est des fichiers pour Adobe InDesign. Alors, ensuite, merci. Quelle suite envisagez-vous pour ces générateurs? Quelle perspective dans le cadre de votre studio? Alors, nous, on a deux façons de travailler, mais qui correspondent à peu près à ce que je vous ai présenté. Soit on crée des identités qui sont génératives, et du coup, le format charte graphique un peu traditionnel, les affaires, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, le livrable d'une identité graphique, c'est la charte graphique, qui est généralement un format PDF de je sais pas, 10 à 100 pages, qui va résumer les couleurs, donc en valeur hexadécimale, CMJN, les Pantones, les typos, les placements des logos, à faire, à ne pas faire, ce genre de choses.
Dans le cadre d'identité générative, bah, ces documents ils sont beaucoup trop statiques. Du coup, il y a une vraie logique de se dire que la charte, c'est le générateur. Et du coup, on peut directement l'utiliser comme un outil de génération. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, nous, l'envie de travailler avec d'autres studios de graphisme qui pourraient venir nous voir parce que justement, ils ont les graphistes pensent en système, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on se retrouve beaucoup quand on est développeur ou graphiste. Des envies de systèmes et de choses qui pourraient faire l'objet d'un générateur. Donc, on est aussi amené à travailler avec ce genre de clients. Alors, autre question d'Emmanuel. En question, et question en lien, pardon, je vais les refaire. Est-ce économiquement viable de passer du temps à concevoir des outils comme cela? Entre parenthèses, je sais que ma question n'est pas poétique. Alors, mais c'est une très bonne question. La réponse courte, c'est pas tout à fait encore. En tout cas, on cherche encore le modèle économique. En fait, je pense que les premiers générateurs ne l'étaient pas du tout parce que bah, déjà, disons que ça passait en recherche et développement, quoi, le temps passé dessus, parce qu'il y avait beaucoup de temps. Donc forcément, avec les années, déjà, on développe une expertise sur les systèmes, sur les techniques. Donc on va plus vite à se dire qu'est-ce qui va fonctionner en termes de génération procédurale, qu'est-ce qui va fonctionner en termes de technologie web, parce que nous, on utilise principalement des technologies web. Donc ça va plus vite. On a aussi développé des outils dont on se resserre d'année en année. Donc ça permet aussi de développer de plus en plus vite ces outils-là. Donc il y a une vraie question de développer ça. Dans le cas du générateur AG2R, bon, c'est un peu la solution de facilité parce que c'est un gros groupe d'assurance, donc ils ont de l'argent aussi. Donc ça permet d'alimenter. On a régulièrement des mises à jour dessus. Pour des plus petits groupes, la question se pose souvent. En fait, nous, généralement, on l'argumente en disant on préfère mettre de l'argent dans le développement de l'outil plutôt que de payer après quelqu'un à faire les déclinaisons, etc. Et du coup, là, on peut se dire, ah, mais du coup, on vole du travail, tout ça. En fait, l'idée, c'est plutôt que d'être payé à faire des déclinaisons à l'infini, il vaut mieux être payé à développer un système et à le mettre en place. Donc, on est encore en train de chercher le fonctionnement là-dessus. Globalement, on s'y retrouve, même si on ne fait pas que des générateurs, évidemment. Et donc, Timothée, dans quelle mesure les outils génératifs sont libres, accessibles, et est-ce qu'ils ont pour vocation à le rester ou au contraire vont-ils être de plus en plus privatisés? Donc, ça revient un petit peu à la question précédente. Oui, en fait, bah, voilà, je vais le redire un peu autrement. Sur la question de la liberté, de l'accessibilité, nous, on open source au maximum tout ce qui est pertinent de l'être. D'ailleurs, je me demande si le projet AG2R n'est pas complètement open source. En fait, c'est un peu comme les installations d'art numérique, pour le coup. Tous les projets sont aussi sur notre GitHub, on open source tout. La question, c'est que en fait, open sourcer le code, c'est bien, ça permet d'aller le voir. C'est rarement utilisé pour être reproductible. Ce qui est intéressant dans les logiques open source, c'est quand on arrive à extraire des sous-modules du projet, à bien les documenter pour pouvoir être réutilisés dans d'autres projets. Je pense qu'il y a plus là la question de l'accessibilité. Après, il y a aussi des outils, je sais, Stéphane, je ne sais pas si tu es dans le chat, Endless Tool, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je sais qu'il y a aussi des outils type générateur qui sont créés et qui ne sont pas affiliés à une identité. Nous, on tend à en faire maintenant. On a des petits projets là-dessus. Des outils, je ne sais pas, de génération d'un effet typo un peu cool, de trucs 3D, choses comme ça, qui sont après réutilisables dans d'autres charts. Ah, merci Stéphane. Stéphane a posté dans le flux le compte Instagram de Endless Tool pour ceux qui veulent. Alors, il y a beaucoup de questions, on va essayer d'avancer. Comment génères-tu ces générateurs? Passes-tu par une phase Figma et jusqu'à où et jusqu'où est-ce que vous allez dans les techniques d'interaction? Est-ce que vous avez besoin d'entraîner les gens à les utiliser? Alors, bon, on va pas se mentir, c'est un peu empirique. Alors, il y a deux choses. Il y a la partie de design d'interface du générateur en lui-même. Maintenant, oui, on passe par Figma parce que c'est plus simple. Enfin, disons que ça nous fait gagner du temps en termes de code. Ça permet de faire les erreurs plus tôt et du coup, elles coûtent moins cher en termes de temps, on va dire.
La partie générative, elle, c'est un autre boulot. On passe un peu par le code, on passe un peu par du croquis, on essaie de réfléchir. Après, c'est vraiment la pratique du creative coding, on va dire, de développer des systèmes. Et pour ce qui concerne le besoin d'entraîner les gens, en fait, je pense que l'un des enjeux clés de ces outils-là, c'est vraiment, vraiment de parler avec les personnes qui vont les utiliser en amont du process, pour justement vraiment définir un brief technique et d'usage. Ou typiquement, un projet sur lequel on s'est un peu planté, je trouve, que je n'ai pas montré d'ailleurs, c'est un projet qu'on a fait pour le FRAC Auvergne. On a créé un outil, franchement, assez poussé, qui permet de faire plein de choses et tout ça. Et en fait, on avait mal pris le brief à la base et on s'était pas rendu compte que, eux, ils utilisaient InDesign et qu'en fait, l'outil, ils le trouvaient un peu redondant et presque un peu pauvre par rapport aux fonctionnalités auxquelles ils s'attendaient sur InDesign. Et du coup, d'où l'intérêt aussi de se dire qu'on aurait peut-être dû réfléchir à un logiciel qui permettait de faire un pont entre les deux. Mais oui, en fait, c'est primordial de parler avec les personnes avec qui à qui va servir le générateur. Alors, peut-être la dernière question avant notre petite temps de pause de Julie Blanc. Est-ce que tu considères que faire du code open source et garder du droit d'auteur sur l'identité n'est pas antinomique? Alors, c'est une bonne question. Alors, la réponse, c'est non, mais je suis pas sûr de pouvoir la définir. En fait, je pense que ça ramène à un débat qu'on a eu avec Stéphane, en gros, à mon arrivée à Cheval Vert en 2017, sur le fait d'open sourcer le code source des installations d'art numérique. Donc, ça rejoint un peu la question. Il y avait aucune contrainte à le faire. En fait, on s'est dit: «Ah, mais du coup, est-ce qu'on va voler notre code? Est-ce que les gens vont pouvoir reproduire nos installs et tout ça?» En fait, bon, open sourcer le code, l'intérêt, c'est que les gens peuvent voir comment c'est fait à l'intérieur. On reste propriétaire intellectuellement, de l'idée et de sa mise en œuvre. Et puis après, si les gens veulent vraiment, voler le travail, ils le font, il y a pas de souci, quoi.